Alors, on va commencer. Rapidement, le but de cet atelier, grosso modo, son sujet, c'est pourquoi faut-il vous méfier de WordPress, des utilisateurs et aussi plus généralement de tout développeur de plugins, de thèmes, etc. Le but, c'est ici, je vais vous montrer plein de cas d'école, plein d'exemples concrets. Je vais tester certains de vos sites pour vous montrer pourquoi, à tout moment, que vous soyez développeur, intégrateur, référenceur, consultant, formateur, peu importe, vous devez toujours vous méfier de tout le monde. Vous allez voir, en fait, on peut générer énormément de problèmes sur son site, en sécurité, en performance, en ergonomie, en gestion de contenu, en marketing, etc. à cause de tout un tas de problématiques auxquelles on ne va pas forcément penser de prime abord, et c'est vraiment ce qu'on va essayer d'aborder dans cet atelier. Alors, juste très rapidement, je me présente, je m'appelle Daniel Roch, je suis consultant en référencement naturel et WordPress. Je suis le créateur du site SEOMix et je donne pas mal de formations maintenant, soit dans des écoles, soit dans des entreprises. Et je suis confronté, à travers de ces formations et aussi au travers d'audits, à plein de problématiques plus ou moins spécifiques que vont rencontrer mes différents clients. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut croire extrêmement simples quand on a un WordPress et qui sont en fait extrêmement compliquées. Alors, avant de commencer la partie un peu théorique au début de l'atelier, je vais demander à un d'entre vous de me donner le nom de son site, puisqu'en fait, je vais aller le tester un petit peu et vous montrer que ce que vous croyez savoir de votre site, ce n'est pas vraiment comment il fonctionne réellement, que ce soit en termes d'ergonomie, que ce soit pour un moteur de recherche, etc., etc. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle veut bien me donner son nom de domaine que je puisse le tester? Wootem.com. On va tester. C'est un petit site, ça. Hein. Alors, je vais juste lancer le test et après on reviendra sur le site au fur et à mesure. Alors, juste, je vous explique. Alors, l'année dernière, j'en avais parlé aussi de cet outil, mais je n'avais pas eu le temps malheureusement de l'utiliser. Là, on va vraiment pouvoir vous montrer comment des petits logiciels gratuits peuvent vous aider à comprendre en fait comment fonctionne réellement votre site. Et vous allez vous rendre compte des fois que vous êtes dans WordPress, vous êtes très content de vous, vous cochez certains paramètres, puisque les paramètres vous paraissent extrêmement logiques et en fait les paramètres ne vont pas correctement s'implanter, ne vont pas correctement fonctionner, et ainsi de suite. Alors juste, je vous explique, parce qu'après ça on va passer un peu de temps dessus. Xenu Link Slut, le nom exact, bon c'est un nom à coucher d'or, retenez Xenu, c'est un logiciel, c'est un spider qui va juste scanner un site de A à Z. C'est aussi simple que ça. Et donc là, je lui dis d'aller scanner l'URL Wootem. Ouais, j'aime bien faire des fautes. Je vérifie juste que le site... Ouais, c'est bon. Hop. C'est parti. Alors, là, on va le laisser travailler. Vous voyez, il commence à scanner. Alors, forcément, l'écran est coupé. Là, vous allez le voir un tout petit peu mieux. Le fonctionnement est simple. Il prend l'URL de départ, il la scanne. Dès qu'il trouve un lien, il l'ajoute dans le scan et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait terminé le scan complet du site. Et pour chacune des URL, il va me lister plein d'informations. Les entêtes HTTP, il va me donner la base title, balise métadescription, etc., etc. Alors, avant de montrer un cas concret, je vais justement vous donner des grands éléments génériques qu'on va avoir sur WordPress. Et de tout ce qu'on va faire dans l'atelier, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous devez vous méfier de tout. Et la première règle d'or, Julio, je pense, sera assez d'accord avec moi, c'est la sécurité. La sécurité, vous installez WordPress, vous êtes content de vous, votre site marche super bien, vous l'avez installé, ça fonctionne, le client est content, lui-même arrive à avoir des clients, etc., etc. Et un jour, votre site se fait pirater. Votre site se fait pirater pour plein de raisons en fait. Et bien souvent, l'utilisateur fait n'importe quoi. Ça, c'est la première règle d'or et je pense qu'à peu près tout le monde ici est assez d'accord. Mais en fait, les développeurs de plugins et de thèmes vont aussi vous nuire et des fois de manière un petit peu détournée. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que Fabrice a pu découvrir par mes aventures, c'est un site sur lequel, dans son interface d'administration, tout était à jour. Aucun plugin ne devait être mis à jour, WordPress ne devait pas être mis à jour, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le site se fait pirater, donc là bien sûr il faut restaurer, mettre sa sauvegarde, etc. Et puis en cherchant pourquoi je me suis fait pirater, et il s'avère que c'est une faille dans un plugin qui s'appelle RefSlider. Donc, je pense que pas mal d'entre vous ont vu les articles passés. Il s'avère en fait que c'était un thème
qui fournissait ce plugin en bundle, et comme il était en bundle dans le thème, aucune vérification n'était faite sur les mises à jour du plugin. Donc vous, en tant qu'utilisateur, ou que développeur, ou qu'agence, etc., vous êtes content de vous, vous dites bah mon WordPress il est à jour, c'est cool, j'ai bien fait mon travail, en termes de sécurité, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et pourtant le développeur du thème, la manière dont il a conçu son thème, a fait que votre site est tombé et s'est fait pirater. Ça c'est un exemple en termes de sécurité. Deuxième exemple, pas mal d'entre nous utilisent le plugin MailPoet, très bon plugin de gestion de newsletter, et comme tous les développeurs de plugins, de n'importe quelle extension pour faire n'importe quelle fonctionnalité sur votre site, vous avez toujours potentiellement une faille sur le code. On est un bon nombre d'entre nous, on est développeurs, une faille ça arrive, ça peut nous échapper, etc. Et l'idée c'est de se dire que sur tous vos plugins, c'est pas parce qu'ils sont à jour, c'est pas parce que c'est la référence dans votre secteur et qu'on vous dit c'est ce plugin qu'il vous faut pour faire du référencement, pour faire du temps de chargement, etc. que le plugin est sécurisé. Donc ça c'est juste à titre d'information, essayez de vous dire, voilà, je ne fais pas confiance à tous les développeurs de plugins et de thèmes que j'ai, je vais essayer de faire en sorte de surveiller mon site constamment, je vais faire en sorte de sécuriser au maximum, mais sachez que ce ne sera jamais suffisant totalement. Ici, là, je suis sûr que sur l'ensemble des sites que vous avez, sur tous vos sites, il y a des failles de sécurité actuellement. Après, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'un pirate la trouvera et l'exploitera. Ça, c'est une chose. Donc, petit aussi aparté très logique, c'est de se dire, quand vous avez un WordPress, bien sûr, c'est un système de backup, etc. On va se dire, je vais essayer de sécuriser mon site parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dites-vous aussi que WordPress est fourbe en fait. De base, il y a plein de petites choses auxquelles vous ne pensez pas. Et la première chose, c'est que dans un comportement par défaut, je peux retrouver le login de n'importe quel utilisateur dans un WordPress. Si je ne fais rien, avec une simple navigation sur le site, je vais aller retrouver le login de l'utilisateur. Je vais vous donner un exemple. J'ai créé un site tout pourri qui s'appelle Labs, SEMX Labs, voilà, sur lequel en fait j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, je vais juste vous le remettre pour que vous l'ayez en plein écran aussi. Hop, vous êtes sur un article dans lequel je vais retrouver tout un tas d'articles, tous plus passionnants les uns que les autres. Ici, je suis dans le dernier thème de WordPress, fourni par défaut. Vous avez tout un tas d'articles, etc. Et dans les informations, vous avez notamment ici, par exemple, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Daniel Rock. J'ai créé l'utilisateur comme ça sans me soucier, comme 90% des utilisateurs ou de vos clients vont faire la même chose. Le problème, c'est que par défaut, je retrouve directement le login. Ici, j'ai juste à regarder le lien qui amène vers ma page auteur. Je regarde le slug de l'URL de ma page auteur qui est ici. Oups. Vous avez donc /auteur/Daniel Rock. Donc je sais que le login de cette personne, c'est Daniel Rock. Il ne me reste plus que le mot de passe à trouver. Vous voyez? Comportement par défaut de WordPress. Comportement par défaut de WordPress qu'un pirate peut très facilement détecter et aller tester. Et si je vous dis ça, c'est que c'est véridique, puisque vous avez certains plugins de sécurité qui vous alertent quand quelqu'un a tenté de se loguer avec un compte et qu'il a été bloqué. Donc bien sûr, vous avez le compte admin qui est constamment testé, mais les URL de toutes les pages auteurs de tous mes sites clients sont testés également. Donc ça veut dire que pas mal de pirates le savent, c'est très simple. C'est une énorme faille de sécurité, enfin une énorme faille. C'est pas une faille en soi, mais disons que vous facilitez la tâche à un pirate pour retrouver un accès à vos données. S'il n'a pas mis une limitation du login et que le serveur, l'hébergeur n'a rien fait, un brute force, et au bout d'un moment, je vais passer dedans et après, je fais ce que je veux sur le serveur et sur son administration. Donc ça, c'est un exemple en termes de sécurité de ce qu'on peut faire. Alors, autre chose aussi, mais ça, c'est des exemples concrets. Vous vous dites, si je vous dis, vous avez besoin de performance sur un site internet, qui me dit qu'il faut installer un plugin de cache? N'ayez pas peur. Ça m'étonne pas de toi. Qui ici, de base, installe un plugin de cache sur l'ensemble de ses installations? Ah, vous êtes patient. De manière systématique, je parle. Quand vous faites un plugin de cache, et je prends l'exemple, alors je donne des cours dans des écoles où j'ai des étudiants qui ne connaissent pas très bien Internet, je donne des cours de création de site. Et on se rend compte en fait que l'utilisateur, vous lui dites, vous lui conseillez, voilà, il faut installer un plugin de cache. Vous dites, oui, c'est super. Je l'ai installé. Ouais, j'ai installé un plugin de cache, et puis vous leur dites, bah non, vous ne l'avez pas installé en fait, vous n'avez pas activé l'option. Et puis il y a l'élève d'après qui me dit, bah non, moi j'ai activé l'option. Puis vous dites, bah non, ça marche toujours pas parce que ton htaccess c'est pas bon.
etc., etc. Le nombre de fois où vous êtes dans un site, on vous dit installer tel plugin et activer telle option. L'exemple type, j'ai des tutos sur mon site et je dis aux gens, par exemple, on va essayer de réduire la pagination inutile, parce qu'elle ne sert à rien, je leur dis, vous allez dans les réglages de WordPress, dans le menu lecture, et dans le menu lecture, au lieu de mettre 10 articles par page, vous en mettez 25. Les gens sont bêtes et méchants, ils mettent 25, ils font OK, et ils repartent, parce que pour eux, ils ont mis 25, donc ça marche, forcément. Le truc, c'est que derrière, vous ne savez pas du tout comment le développeur du thème a conçu. Si le développeur du thème a bien fait son travail, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Automatiquement, vous aurez 25 articles par page, ou 30, etc. Et vous aurez des développeurs de thèmes, comme un de mes clients récemment, où les scripts ou les requêtes qui sont effectuées, ce n'est pas une boucle, le loop de WordPress, c'est des requêtes SQL en dur dans le thème. Donc je peux faire ce que je veux dans le paramétrage de mon WordPress, ça ne marche pas. Donc méfiez-vous, ce n'est pas parce que vous cochez une option que l'option fonctionne. Ce n'est pas parce que l'option est cochée qu'elle est bien activée, et ce n'est pas parce que l'option est cochée que l'option correspond à vos besoins. Je vous donne un autre exemple, j'ai un tutoriel sur mon site dans lequel, si le fichier veut bien s'ouvrir, magnifique, je donne accès, hop, je sais pas, voilà, je donne un fichier robot.txt type, en expliquant dans mon article, j'explique pourquoi il faut mettre ce robot.txt pour le référencement, j'explique chaque ligne, pourquoi elle a de l'importance pour l'indexation, pour les moteurs de recherche, etc. Méfiez-vous de moi, c'est pas parce que je mets un fichier robot.txt type que ce fichier robot.txt est adapté à votre site. La plupart de mes clients prennent bêtement et méchamment les tutoriels qu'ils trouvent. Vous avez aussi des développeurs ou des agences qui prennent bêtement et méchamment tout ce qu'ils vont trouver sur Internet, ils disent bah je ne vais pas me faire chier, je fais un copier-coller, je le mets dans mon fichier robot.txt et ça marche. Et puis là j'ai dans mes petits commentaires récemment une personne qui me dit j'ai mis votre fichier robot.txt, merci, par contre toutes mes pages se sont désindexées. Ah, mince. Pourquoi? Parce qu'en fait cette structure que j'avais ici ne correspondait pas du tout en fait à sa structure elle de site. Ça c'est pour un WordPress de base. Elle ne s'est pas méfiée, elle se dit bah s'il y a un tutoriel, s'il y a des conseils qui sont donnés, bah, je les prends bêtement et méchamment, je les applique et point barre. Ça va fonctionner automatiquement. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc tous les personnes que vous allez suivre sur Internet, des développeurs de thèmes, de plugins, des consultants, etc., ne prenez jamais pour argent comptant tout ce qu'ils vont vous dire. Parce que vous allez avoir tout un tas de problématiques par rapport à l'ensemble des conseils qu'ils peuvent vous donner. Donc ça, c'est pareil. Juste un exemple de ce qu'il est possible d'avoir comme problématique. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin et on va se dire, je vais revenir sur mon super site hyper bien conçu, pourquoi il va falloir vous méfier de WordPress et pourquoi aussi il va falloir vous méfier des plugins. Je vous donne l'exemple typique ici qui installe WordPress SEO sur ces sites comme plugin de référencement. Pas mal de monde. Alors les autres, je vous conseille de le faire, mais je vous conseille de vous méfier. Je vais vous donner aussi plein d'exemples de WordPress SEO. En tant que référenceur, on estime que c'est l'un des meilleurs plugins, c'est celui qui vous donne le plus de fonctionnalités. Vous êtes super content, vous avez normalement un très bon outil pour faire du référencement. Qui ici, pour ceux qui ont installé WordPress SEO, a fait une mise à jour un tout petit peu trop rapide du plugin, qui lui a fait perdre des données, qui a fait planter le plugin ou qui a fait planter son WordPress. Voilà, j'ai quelques mains qui se lèvent. Ça, c'est l'exemple typique du plugin de référence WordPress SEO. Très bon plugin, mais qui ne fait pas de test unitaire justement lors du déploiement de ces versions. Et si vous regardez bien les changelogs de ce plugin, vous voyez qu'en fait des fois les versions se succèdent très rapidement. Il y a des laps de temps de 15 minutes ou 30 minutes entre chaque version parce que à chaque mise en ligne, mince, il y a un bug qu'on n'avait pas pensé, donc il faut qu'on le corrige, etc. Donc c'est pas parce qu'on vous conseille un plugin ou un thème, et c'est pas parce qu'on vous dit il faut que votre WordPress soit toujours à jour, que vous devez faire la mise à jour tout de suite. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et je vais vous donner un exemple, imaginons que j'ai un client qui vient de me voir, il me dit voilà, je veux faire une boutique e-commerce sur mon WordPress. Moi, ce que je vais faire par défaut, je vais installer WooCommerce et je vais installer Yoast. Concept de base. Si vous faites ça, vous allez commencer à indexer des pages qui ne devraient jamais se trouver dans Google. Je vous explique. Les développeurs de plugins développent leur outil de manière aboutie. Ils développent leur plugin qui fonctionne très bien seul. Le problème, c'est que l'autre plugin à côté n'anticipe pas comment l'autre fonctionne.
C'est exactement le cas de WooCommerce et Yoast. Vous installez WooCommerce, vous allez avoir automatiquement une création de pages statiques qui vont servir au fonctionnement de votre boutique. La page panier, la page mon compte, la page validation de commande, etc., etc. Il va créer juste de mémoire 5 ou 6 pages différentes statiques qui vont permettre à la boutique de fonctionner. Yoast, ces pages, qui sont censées être privées, va les rajouter automatiquement dans le fichier sitemap. Il dit à Google, ma page panier, elle est super intéressante, va voir ce qui se passe. Puis il y a la page mon compte, oh, c'est hyper passionnant, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec deux très bons plugins séparément, mais dès que vous les cumulez ensemble, vous allez automatiquement générer plein de problèmes. Des bugs, vous allez provoquer un frein en termes de référencement naturel et ainsi de suite. Et surtout, comme c'est des pages qui sont censées être privées, normalement vous ne devriez pas les rendre accessibles autrement que par une navigation normale et logique dans la boutique e-commerce. Ça vous paraît clair pour tout le monde? Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Exemple aussi typique, un client que j'ai eu récemment, il a cumulé sur sa boutique WooCommerce, BuddyPress et BBPress. C'est un bon petit site. Et le problème, c'est que Yoast, par exemple, par rapport à BBPress et BuddyPress, n'arrive pas à comprendre comment ces plugins fonctionnent. Donc ce qu'il fait, pour une partie de ces pages, il va dire, finalement, moi, cette page, je ne la connais pas réellement dans le cœur de WordPress. Je n'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne. Donc je dis qu'elle n'existe pas. Donc je dis, ne l'indexe pas. Et puis en fait, c'est une duplication d'une autre page. Donc en fait, par exemple, sur ce client-là, il était impossible de référencer son forum. Toutes les pages du forum, on pouvait créer les meilleurs contenus du monde, faire la meilleure optimisation dans nos pages. Ce sera impossible à référencer puisque Yoast dira, de toute façon, moi je ne le connais pas, je ne veux surtout pas l'indexer. L'exemple type, vous ne faites peut-être pas attention, on va revenir sur n'importe quel article. Ici, voilà un article sur le WP-Tech. J'ai une petite extension ici, alors il faudra juste que je vous redonne le nom, qui va me donner plein d'informations sur la page, des solutions, des informations techniques sur le contenu de celle-ci, etc. Et j'ai surtout ça qui apparaît, le petit C que vous voyez en grisier, qui va, ce qu'on appelle, analyser la balise canonical. La balise canonical, est-ce que ça parle à tout le monde? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un attribut qu'on met dans le header qui dit, voilà, quelle est la réelle page de ce contenu. Ici, pour l'adresse WP-Tech, comme le bouton est grisé, ça veut dire qu'en fait, la canonical dit que c'est cette URL-là qui est la vraie page. En fait, on est censé aider le moteur de recherche à lui dire, attention, ça c'est une duplication de ce contenu-là. BBPress et BuddyPress plus WooCommerce plus Yoast en cumulé, un gros nombre de pages générées par BuddyPress et BBPress auront tous une canonical vers la page d'accueil. Donc c'est-à-dire que Google arrive dessus et on lui dit, non, cette page, surtout, tu la prends surtout pas en compte parce que c'est une duplication de l'accueil. Vous voyez la problématique? Donc ça, c'est un exemple typique. C'est pas parce que le plugin est bon, que chaque plugin est bon, que l'ensemble des plugins va fonctionner correctement pour votre référencement et c'est valable à peu près pour tout. Pour la sécurité, pour l'ergonomie, pour tout un tas de paramètres qu'on va avoir sur son site. Ce qu'on va voir aussi, quand je vous dis de vous méfier de WordPress, c'est que j'ai des clients pour lesquels je fais des audits et leur site il est clean. Ils ont respecté tous les standards de WordPress, ils ont respecté tous les conseils qu'un référenceur peut donner ou qu'une personne peut donner en ergonomie, etc. Le problème, c'est que juste derrière, vous avez l'utilisateur qui arrive, l'utilisateur un peu lambda. Et l'utilisateur lambda, il est très débile. Il faut partir de ce principe. Partez du principe qu'il est stupide. Il est stupide parce que l'utilisateur va faire n'importe quoi. Je vous donne un exemple, je pense que vous l'avez tous eu. Cette jolie petite métabox de mots-clés de WordPress. Ils se disent, waouh, je peux mettre des mots-clés, c'est génial, je peux en mettre plein, c'est hyper intéressant. Et on se retrouve à générer des dizaines de pages. Premier problème en référencement. Deuxième problème que ça pose, pour un de ces clients que j'avais justement, c'est son site n'arrêtait pas de tomber en rade. Pourquoi? Parce que la base de données était énorme. Pourquoi sa base de données était énorme? Parce qu'il avait plus de 30 000 mots-clés différents. Alors qu'au réel, il avait un nombre de pages réelles qu'il avait publiées qui n'était pas si importante que ça. D'ailleurs, justement, on va voir juste où est le scan. Il en est à 23%. Il vous l'indique là, hein, je ne sais pas si vous voyez tous. Il a scanné 1725 URL, il en a déjà trouvé et il doit en traiter plus de 7300 pour le site Wootem. D'ailleurs, Wootem, alors il y en a qui sont de Wootem ici, hein. Non, il y a normalement, alors juste un ordre d'idée, il est censé avoir combien de pages sur ce site? À la louche, hein, c'est vraiment un ordre d'idée. Est-ce qu'il y a 100 pages? Est-ce qu'il y a 200 pages? 500? Plusieurs milliers? 7000, ça paraît logique? Ouais. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que cet outil,
J'ai des clients, ils me disent, bah moi mon site, il fonctionne super bien. J'ai publié 200 articles, j'ai 50 catégories, on va dire j'ai 4 pages de mots-clés. Moi je lance un scan quand je fais un devis et je dis voilà, le devis de l'audit c'est tant et le prix dépend du nombre d'URL. Et je lui dis voilà, vous avez 54 000 URL. Le mec me dit bah non, je n'ai pas 54 000, moi j'en ai 200, allez, 3, allez, on va dire, si je cumule tout, j'en ai 500. Je dis non, vous en avez 54 000 et encore je lui dis c'est parce que j'ai stoppé le scan, parce que sinon j'aurais pu en trouver 200 000, 300 000, 400 000. Pourquoi? Parce que le développeur du thème a fait ce qu'on appelle, à un moment donné dans son code, juste à un endroit, au lieu de mettre une URL complète, il a juste mis dans la manière de coder son thème, juste un slash et un paramètre. Sauf qu'en fait, ça se rajoutait à l'URL en cours, puis quand on revisitait cette même page, ça rajoutait le paramètre, puis rajoutait le paramètre, puis rajoutait le paramètre. Et on se retrouvait avec 50 000 fois la même page dans son site, provoquant un énorme problème de référencement, d'indexation, de suivi pour les moteurs de recherche, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses, vous croyez que votre thème va bien fonctionner, vous croyez que votre site va bien fonctionner, alors qu'en fait, il ne fonctionne pas du tout comme vous le voulez. Vous allez aussi avoir plein de bugs, plein d'erreurs qui vont apparaître. Ici, par exemple, vous voyez ici, il est en train encore de continuer à scanner. OK veut dire la page renvoie un code 200. La page renvoie un code 200 et ensuite il va me dire pour certaines pages, bah, ici j'ai un message d'erreur, j'ai une page 404, j'ai une erreur serveur, j'ai une boucle de redirection, j'ai des redirections inutiles, j'ai des redirections, ce qu'on appelle 302, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas suivies par les moteurs de recherche, ainsi de suite et ainsi de suite. Et on se retrouve en fait à générer plein de liens. Ici par exemple, je vais avoir plein de redirections 300. C'est-à-dire que le moteur de recherche, grosso modo, on lui a donné une URL, et quand on le clique, ça provoque une redirection 300. Donc ça freine légèrement votre référencement, mais aussi, ce n'est pas qu'un problème de référencement, si vous générez une redirection 301 à chaque clic sur certains liens, vous augmentez systématiquement le temps de chargement de la page, puisque le serveur va mettre plus de temps à répondre avant de vous renvoyer la 301 vers la bonne page. Ça, c'est des petites problématiques. Et même quand vous avez ça, méfiez-vous aussi, vous allez récupérer plein d'informations et on vous dit, la page Intel, code 200, tout va bien. Ça a été typique sur plein de clients. Je me dis la page code 200, la page fonctionne forcément. Elle renvoie le header HTTP 200. Et pourtant, quand je vais sur la page, le contenu de la page, c'est page d'erreur. Donc une page qui renvoie un code 200 alors qu'elle devrait renvoyer un code 404. Et inversement, et ça j'ai trouvé sur quelques-uns de mes clients aussi, parce que le développeur du thème avait fait ça très mal dans la manière de coder, puisqu'il ne connaissait pas forcément WordPress, etc. Toutes les pages 404 renvoyaient des codes 200. Donc, il se retrouvait avec plein d'URL différentes, ayant exactement le même contenu, et on disait à Google, hey, viens indexer ce super contenu, cette page d'erreur, elle est tellement géniale que ça va passionner les gens. Donc l'idée, c'est ça, c'est que c'est pas parce que le développeur du thème fait du bon travail visuellement que vous dites, voilà, ça correspond en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de design, de temps de chargement, que finalement c'est bien codé. Et même quand votre développeur de thème fait bien son travail, par exemple, c'est pas parce qu'il fait bien son travail qu'il aura pensé à tout. Partez du principe, si vous êtes développeur, si vous êtes intégrateur, de se dire, même l'option la plus risible possible peut avoir un impact, pourrait potentiellement avoir un impact. Je vais vous redonner un exemple aussi typique. Vous avez le fichier single.php. Tout le monde est d'accord, single.php, on génère les articles. Imaginons que je sois quelqu'un voilà, qui ne sache pas vraiment utiliser WordPress ou qui n'est pas très bien conseillé, etc. Et puis tout d'un coup, sur un de mes articles, moi en tant que client ou utilisateur, j'ai beaucoup de commentaires. J'ai 300 commentaires sur mon article, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je vais voir dans les options en tant qu'utilisateur, je vais regarder et puis je me dis, bah tiens, il y a une option qui me permet de diviser les commentaires en sous-pages. C'est-à-dire qu'en fait, je vais afficher que 50 commentaires et automatiquement les 50 commentaires suivants seront sur la page d'après et ainsi de suite. Ça, c'est une option de base que vous avez sur tous les WordPress. Le problème, c'est que dans le template hiérarchie des thèmes, vous n'avez pas la possibilité de base de tester en fait ces sous-pages de commentaires. Et je vais vous montrer ce qui va arriver sur ce type d'article. Alors, juste que je retrouve mon magnifique article à commentaire. Là, hop, magnifique. Donc ici, je suis dans mon magnifique article à commentaire avec un contenu super intéressant. Et vous avez en dessous une série de commentaires. Ici, vous voyez, j'avais décidé d'afficher que 2 commentaires par page et quand je clique sur le lien suivant, j'arrive aux 2 commentaires d'après. J'ai tout mon article qui est au-dessus.
automatiquement, je me dis, bah tiens, je veux voir les commentaires les plus anciens. Là, je suis aussi le moteur de recherche, je fais exactement la même chose. Je vais aller voir les commentaires les plus anciens. Donc, je clique sur commentaires plus anciens. J'arrive sur une URL qui est l'URL de mon article, /command-page-1 /dièse commentaire pour arriver à la zone des commentaires. Le problème, c'est qu'au-dessus de votre zone de commentaires, vous avez redupliqué intégralement votre article. Un utilisateur qui ne fait pas attention, il a juste coché une option. Vous aviez un très bon consultant référencement derrière, vous aviez un très bon développeur de thème, et pourtant vous avez foiré complètement l'indexation et la duplication de contenu dans votre site. Normalement, vous devriez avoir ce code-là, systématiquement. Ah, mais essayez de deviner ce qu'il y a derrière. Hop, je vais vous le remettre. Tac. Et puis on va augmenter. Hop là. Grosso modo, normalement, tous vos fichiers single.php, vous êtes développeur de thème, vous devez avoir ce code. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que va faire l'utilisateur. Si l'utilisateur coche l'option, à moins de lui empêcher de l'accès à ce menu, ce qui est d'ailleurs aussi une très bonne chose, d'éviter qu'il aille là où il ne devrait pas aller en tant qu'utilisateur néophyte. Mais si jamais vous lui donnez un accès, lui, il ne se rendra pas compte de l'impact que ça a. Il se dit, bah oui, diviser les pages en sous-pages de commentaires, c'est logique. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir uniquement the content, vous allez récupérer la variable qui s'appelle cpage, qui veut dire justement, qui indique quand on est dans une sous-page de commentaires. Et vous lui dites, si jamais tu es dans un contenu et que vous êtes dans une pagination de page de commentaires, au lieu d'afficher l'intégralité de mon contenu, je ne vais afficher que l'extrait. C'est tout bête. En termes de développement, je veux dire, c'est pas très compliqué pour n'importe quel développeur ou intégrateur. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on va devoir faire pour anticiper l'erreur de l'utilisateur. Comme on ne sait pas ce qu'il va faire, il va falloir constamment se méfier. Je vais vous donner un autre exemple de code, ce qui m'avait alors un petit peu compliqué la tâche, et c'est pareil, c'est toujours avec l'utilisateur, en fait, où on ne sait jamais ce qu'il va faire. De base, quand vous installez un WordPress, il affiche les 10 derniers articles. Comportement de base. Et vous avez une option qui est, voilà, moi, je ne voudrais pas afficher mes 10 derniers articles, je vais afficher le contenu d'une page bien spécifique. Donc j'ai choisi, voilà, page statique, pas de problème. Pour la page statique, vous n'avez pas de souci. Et vous allez définir aussi ce qu'on appelle la page de blog. Vous pouvez dire qu'une autre page de votre site, c'est elle qui va lister les articles, tous les articles de votre site. Jusque-là, tout va bien. Le problème, là, c'est le développeur, que ce soit de plugin ou de thème. Il faut qu'il anticipe toutes les combinaisons d'options possibles pour l'utilisateur. L'exemple typique, j'avais fait un premier code pour faire un chemin de navigation. J'avais fait mon petit code pour faire un chemin de navigation propre, pour dire, voilà, vous êtes ici, le nom du site, tiret le nom de la catégorie, tiret le nom d'un article. Mon code fonctionnait extrêmement bien, puisque sur tous mes clients, on affiche les 10 derniers articles ou les 20 derniers articles sur la page d'accueil. Le problème, c'est qu'un jour, un de mes clients s'est dit, bah moi, non, je vais mettre une page statique, puis une page de blog. Et en fait, dès que vous allez avoir ça, vous avez comment on appelle ça? Je perds mes mots. Voilà, des tags conditionnels. Merci, il y en a un qui suit. En gros, on teste, est-ce que je suis sur la page d'accueil, est-ce que je suis sur un article, est-ce que je suis dans une catégorie, etc. Normalement, dès que vous devez travailler avec votre page d'accueil, vous devez tester les conditions exactement dans cet ordre-là. Le seul ordre qui fonctionnera, quelle que soit la configuration de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que si isHome et isFrontPage, les deux en même temps, renvoient true, vous serez sur une page d'accueil par défaut, normale, on affiche des articles. Si c'est juste isFrontPage, là vous êtes bien sur la page d'accueil de WordPress. Et par contre, si vous êtes ensuite avec des else if isHome, là vous êtes sur la page déterminée comme étant la page du blog. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, mon chemin de navigation, sur la page du blog, et tout d'un coup, ça me squeezait l'URL du blog dans mon chemin de navigation. Est-ce que tout le monde comprend à peu près? C'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions ou que c'est pas clair. Mais ça, c'est typiquement des choses où on se dit, bah, isFrontPage, c'est forcément l'accueil, logique, et isHome, c'est forcément l'accueil. Faux. isHome, on renvoie vrai pour une page de blog. Vous n'êtes pas sur l'accueil, pourtant isHome va toujours renvoyer true. Donc vous ne vous êtes pas méfié d'une fonction du corps de WordPress qui pour vous est forcément logique. Normalement, la différence, c'est isFrontPage, c'est quand vous déterminez une page statique pour l'accueil. Et vous dites, bah, isHome, c'est pour tous les autres cas de figure, c'est normalement, je suis en page d'accueil. Ce qui est faux, puisqu'en fonction d'un certain paramétrage de mon utilisateur dans WordPress, il ne va pas forcément faire ça correctement.
Ça, donc c'est vraiment aussi un autre exemple qu'on peut avoir. Ce qu'on peut avoir aussi, le client, il n'a pas beaucoup de budget par exemple. Moi, ça m'arrive souvent en référencement, il me dit voilà, je vais refaire mon site, j'ai pas beaucoup d'argent, je prends un thème, il me dit est-ce que ce thème est bien? Je sais pas. Enfin, je peux pas tester le code, des fois j'ai même pas de démo, le client l'installe, il me dit oh, c'est génial, c'est super, et puis vous arrivez sur des sites dans lesquels vous allez avoir des URL, je vais vous montrer, c'est magnifique, que je vous montre ce que fait le développeur. Je vais vous montrer. Il a des images et puis vous voyez ici, bon, ça se voit pas très bien, une pagination. Pagination, vous dites, bon, une pagination, théoriquement, des fonctions de base de WordPress, je ne vais même pas m'en occuper finalement, c'est hyper simple. Bon, en fait, cette pagination, dans ce thème-là, les URL sont du type, donc vous avez plein de paramètres, c'est point d'interrogation fp underscore element égale latest nfp, etc. Puis vous avez toute une liste de paramètres. Donc une pagination qui ne correspond pas au standard de WordPress, qui ne va pas renvoyer forcément les bons contenus, qui va provoquer pas mal d'erreurs. Et puis pire, bah mais ce client, moi de base, je lui ai mis mon robot.txt. Et mon robot.txt, je lui ai dit, dès que tu trouves une URL avec un point d'interrogation, ne l'indexe pas. Boum, j'ai flingué toute l'indexation de mon client. Vous voyez? Donc c'est plein de choses, c'est pas parce que vous dites, vous avez des process, vous dites je vais appliquer ça systématiquement, cette optimisation, cette correction, etc. C'est pas parce qu'elle est dans votre to-do list ou dans votre méthodo qu'il faut l'appliquer systématiquement pour l'ensemble de vos clients. Vous aurez toujours des clients sur lesquels ça va poser problème. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme exemple? Je vais vous montrer, je vais revenir ici, pas sur ce site-là. Voilà, je reviens sur mon magnifique SEO Mix Lab, sur lequel j'ai fait tout ce qu'il y avait de pire en termes d'ergonomie de référencement, les pages attachment, des sous-pages de commentaires, enfin plein de choses comme ça. Vous avez le rendu que vous voyez à l'heure actuelle. Vous voyez ces pages-là en tant qu'un utilisateur lambda, vous vous dites bah, pourquoi pas, ça marche bien, ça me paraît logique, l'ergonomie est bien, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plein d'autres paramètres qui sont pris en compte, notamment par les moteurs de recherche ou dans des calculs de performance. Je vais prendre l'exemple des moteurs de recherche, vu que c'est mon cœur de métier et vous allez comprendre un peu la problématique. Sur certains de mes clients, je vais dire, voilà, j'aimerais que la page d'accueil affiche 10 articles et n'affiche plus rien après. Je ne veux pas avoir de pagination pour ma page d'accueil, je ne veux avoir que mes 10 derniers articles. Jusque-là, théoriquement, on se dit, il n'y a pas de souci. On va se dire, par exemple, mon premier réflexe avait été de me dire, dans les paramètres de WordPress, je dis, je veux 10 articles par page. Et je mettais une petite fonction, je dis, voilà, si tu es la page d'accueil, tu limites à 10 en totalité le nombre d'articles. Une fonction, normalement, voilà, limite post, et vous ne mettez pas de pagination. On est d'accord, si vous ne mettez pas normalement les liens de pagination, il n'y a aucune raison que les moteurs de recherche aillent sur la page 2, la page 3, la page 4, etc. On est tous d'accord. Vous avez installé Yoast. Ah, manque de peau. Yoast, pour vous, il a essayé d'être gentil, il s'est dit dans le header de vos pages, eh ben, je vais rajouter la pagination. Donc vous l'avez supprimé physiquement, vous avez supprimé les boutons de pagination, vous êtes content de vous, et pourtant elle est toujours là. Et elle va s'indexer, et les moteurs de recherche vont la suivre, etc. etc. D'accord? C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose directement que cette chose n'est pas présente. Et c'est valable pour tout. Dans les thèmes, dans les plugins, dans les contenus, etc. etc. Ce petit site, donc j'ai vraiment fait un tout petit peu de contenu, un petit peu de contenu, ce qu'on appelle Crado. Et j'ai déjà fait un scan, qui lui est terminé, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais surtout, comment moi, je m'en sers pour comprendre le site d'un de mes clients. Si le... que je l'ouvre. Ça me donne ceci. Ici, il prend vraiment les URL dans l'ordre. Un WordPress vraiment par défaut avec plein d'options mal paramétrées. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous allez donner du lien, vous allez donner accès à plein de contenus dont finalement vous ne vous intéressez pas. À commencer par des liens. Si je vous mettais ça bien, ce serait mieux. Vous avez donc l'URL principale. Vous avez ici ensuite plusieurs URL purement inutiles. Je vous montre un exemple. Vous avez l'URL que vous avez systématiquement sur chaque WordPress, le gmpg.org suivi du XMLRPC qui est une fonctionnalité aussi de base dans tous les WordPress,
qui sont des liens qui sont suivis par un moteur de recherche. Le moteur de recherche dit, bah oui, bah moi la page xml.rpc.php, sur une page PHP, elle peut être en HTML, je m'en fiche, je vais aller dessus, je vais aller taper. Et je vais avoir soit un message d'erreur, soit un message de refus de connexion, etc., etc. Première chose, on continue. Donc là, je descends à ma 5e ligne, et là, je suis sur un flux principal de commentaires. Qui ici utilise les flux RSS pour suivre l'actualité de blog? Qui ici utilise les flux RSS pour suivre une activité de commentaires sur un site? Donc il y a une personne. L'exception, deux, trois. Il y en a trois, il y a trois, il y a quatre. Vous êtes les exceptions qui confirment la règle. Ça, par exemple, c'est souvent moi un flux RSS qui me gêne parce qu'en fait, on va redupliquer du contenu sur une nouvelle page, très peu utilisé par les internautes, très peu utilisé par les moteurs de recherche parce qu'en fait, le moteur de recherche va dire c'est du contenu très pauvre, pourtant vous lui donnez accès. Et il y a pire, c'est que par défaut, vous allez retrouver un flux RSS par catégorie, plus un flux de commentaires par catégorie, plus un flux de commentaires par article. Juste en publiant un article, vous venez de générer au moins 4 flux RSS différents. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de corriger. Vous allez aussi avoir, quand vous continuez à descendre, plein d'URL du type, donc là je suis sur labs.somx.fr / p égale 28, p égale 35, p égale 12, p égale ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle les liens raccourcis, fonctionnalité de base de WordPress. Dans le header de vos pages, à chaque fois que vous avez un article, il rajoute le lien raccourci. Donc le moteur de recherche, il est vraiment stupide. Il suffit de regarder les logs de son serveur pour s'en rendre compte. Il arrive sur l'article, vous lui donnez une nouvelle URL, il se dit chic, il y a du nouveau contenu, je vais dessus, redirection 301 et boum, je reviens à la case départ. Sachant que le moteur de recherche déteste ça. Si vous faites ça à un niveau un peu trop élevé, il va avoir tendance à se dire, bah moi, ce site, j'ai des pages en erreur, j'ai des pages en redirection, le contenu est des fois dupliqué et pas forcément pertinent, donc j'ai pas envie de revenir dessus, ça me fait chier. Je passe à un autre site et je vais ralentir et freiner toute l'indexation de mon site dans les moteurs de recherche. Vous avez après aussi, quand vous descendez, tous les flux RSS dont je vous parlais. Ici, j'en ai par exemple pour tous mes super mots-clés. Je vais en avoir pour mes catégories. Je vais en avoir pour mes articles, etc., etc. On retrouve aussi juste dans un scan ce que je vous disais. Ici, je récupère le login de mon utilisateur directement. Donc, j'ai plus qu'à aller faire un brute force si jamais il n'a pas limité l'accès. Avec un simple gel gratuit, en 1 minute, je peux le détecter. Alors après, bien sûr, dans le thème, si on fait au moins à un endroit un lien vers l'auteur. D'accord? Pire encore, si vous êtes dans la page auteur et que vous êtes dans les thèmes par défaut, vous avez la fonction body class qui est souvent ajoutée au niveau du body pour ajouter des classes spécifiques à la page pour la cibler. Par exemple, en CSS, vous voulez personnaliser un peu le fond en fonction du fait que ce soit une page auteur, une page d'article, une page de catégorie, etc. Dans cette body class, vous récupérez le login, le slug et l'identifiant de l'utilisateur, automatiquement fourni par WordPress. Donc c'est cadeau. On va pouvoir le réutiliser aussi pour d'autres tentatives de piratage et ainsi de suite. Donc méfiez-vous toujours. Et d'ailleurs, le body class, etc. Alors pour le tout dernier, j'ai pas vérifié, mais c'est de base dans tous les thèmes par défaut. Par défaut, on donne accès à l'identifiant de l'utilisateur dans WordPress et son slug. D'accord? Donc c'est pas parce que c'est fait par automatique ou par les équipes de WordPress ou par un développeur qui est hyper connu qui fait les meilleures ventes sur ThemeForest que c'est un bon thème. D'ailleurs, très souvent sur les ThemeForest, c'est pas forcément très qualitatif en termes de gestion de contenu, de conception, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de revenir sur l'autre scan, voir où il en est. Forcément, on a pris un gros site, donc il en est à 31%. Donc, je ne vais pas aller après dans le détail, mais du scan, bon, il va continuer à scanner, il a encore pas mal de temps. L'idée est de se dire, c'est voilà, moi, j'ai mon ergonomie à moi. Je pense que mon contenu est généré de telle ou telle manière. Je vais trouver telle typologie de lien et je pense que ma structure est faite sous telle forme. Là, je reprends aussi ma casquette de référenceur. Moi, en tant que référenceur, je dis à mes clients, quand on veut être efficace, si vous êtes sur plusieurs secteurs d'activité, vous allez ce qu'on appelle créer des silos. Vos silos, c'est vos grandes thématiques. SOMX, j'ai 3 grandes thématiques. Mes thématiques, c'est WordPress, référencement et web marketing. 3 silos différents. Moi, je me dis au début, voilà, je veux faire un silo. Comment je fais? C'est très simple. Je crée une catégorie principale. Je crée des sous-catégories. En fait, ma catégorie principale, c'est mon silo, point barre. Il n'y a aucun problème. Et je vais en fait, moi, je me dis, je scanne donc mon site en liste URL, mais cette liste URL,
vous serez à peu près tous d'accord avec moi, que c'est assez dur en la lisant, même si vous l'importez dans Excel, de se rendre compte de la réelle structure de votre site. C'est pas très lisible, c'est pas très compréhensible, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces données, on va les injecter dans un autre logiciel de visualisation 3D de votre site. Celui que j'utilise, alors qui est un peu compliqué, qui s'appelle Gephi, G-E-P-H-I. Et ce logiciel va vous permettre, alors je vous préviens à l'avance, très compliqué à utiliser, pas beaucoup de tutoriels sur ce sujet. Vous allez un peu galérer à l'utiliser, j'ai mis un peu de temps. Là, j'aurai pas le temps aujourd'hui de vous montrer comment il fonctionne, mais je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Grosso modo, vous lui injectez les données et vous lui dites, voilà, visualise-moi en 3D mon site. Alors, je vous donne un exemple. Ceci, ça a été fait par un site qui s'appelle http.com, que je ne dise pas de bêtises, un référenceur, qui lui, là, par exemple, s'est dit, bah, moi, en tant que référenceur, j'ai besoin de visualiser comment Google voit mon site. Parce que vous voyez votre site tel que vous l'avez conçu. Vous pensez l'avoir conçu. Vous vous dites, voilà, j'ai mes catégories, mes articles, machin. Je pense que ma structure est bonne, je pense que le moteur de recherche va correctement naviguer, tout comme je pense que l'internaute va correctement naviguer. Je ne vois pas où serait le problème. Il prend les logs de son serveur, il prend tous les logs et il regarde tout ce que fait Googlebot. Alors vous pourriez faire pareil avec des comportements utilisateurs. Vous pourriez prendre les logs utilisateurs et voir aussi comment les utilisateurs de manière générale naviguent. Et il se rend compte qu'en fait, il a des pages. Googlebot arrive sur cette page, puis il va aller scanner toutes ces autres pages-là. Puis il se rend compte qu'en fait, finalement, il n'est pas allé dans cette autre grappe-là. C'est-à-dire qu'il a vu tout ça, puis il est parti. Et pourquoi il n'est pas allé là, puis pourquoi il n'est pas allé là, pourquoi il n'est pas allé là, et ainsi de suite. Autre chose aussi, au tout début d'utilisation, ça c'était SEOMix, la structure du site. Alors, c'est joli, hein, c'est trop beau. J'essaie juste de vous expliquer le concept de ce que j'ai fait. Chaque point rouge est une page qui générait une redirection 301. La taille du rond est le nombre de liens pointant vers cette page. C'est-à-dire que dans la moitié de mes pages principales, je générais une redirection 301. Pas de bol. Les jaunes, c'était mes catégories et les blanches, c'était une partie de mes articles. Ce qui fait que ce n'était pas logique. Moi, mon but, c'était de pousser en avant mes catégories et mes articles venaient renforcer mes catégories en termes de silo. Donc, ça ne correspondait pas du tout en fait à ce que je voulais. Et pourtant, moi, en tant que référenceur, quand je regardais mon site et mon thème, j'étais super content de ce que je faisais. Et en corrigeant, et en réutilisant Gephi pour revisualiser, je me suis rendu compte que j'arrivais enfin à ce que je voulais. Les pages rouges, cette fois-ci, ce n'est pas des erreurs, c'est ce que j'appelle les pages statiques. Mention légale, plan du site, qui sommes-nous, mes services. Chaque rond, ça c'est la page d'accueil, et chaque gros rond de couleur différent, c'est mes grosses thématiques. Et automatiquement, il a réussi à me recréer les grappes qui gravitaient autour de ces pages-là. Je pensais que mon site était bien fait, et pourtant, le rendu visuel me trompait. En fait, mon site n'était pas du tout adapté, correctement optimisé. Donc, ce n'est pas parce que vous pensez que votre site est bien conçu, bien ergonomique, qu'il l'est. Ici, je ne l'ai fait que d'un point de vue de référencement. Mais juste une analyse des logs de vos visiteurs dans Gephi aura le même impact. Vous vous dites, voilà, moi, ma page pour vendre mon produit et mon service, c'est celle-ci. Donc, théoriquement, leur navigation logique, c'est la présentation du service, voir les tarifs, commander. Et bien, vous allez analyser si c'est comme ça qu'ils naviguent. Et vous allez des fois vous rendre compte que vous avez bien fait votre travail, tant mieux pour vous. Et des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez fait tout et n'importe quoi dans votre site. Donc, méfiez-vous de WordPress, méfiez-vous des utilisateurs, méfiez-vous de vous-même parce que vous pensez que les gens vont faire telle ou telle chose sur votre site alors qu'ils ne le feront pas, et ainsi de suite. C'est vraiment que des exemples comme ça que je vous donne. Faut vraiment vous ouvrir l'esprit et toujours prendre du recul sur ce que vous faites, sur vos options. Je vais vous redonner aussi un autre exemple, je repars sur un sujet qu'on a abordé un peu plus tôt. L'exemple typique, vous êtes sur votre site. Alors c'est arrivé à Fabrice, on en a discuté justement tout à l'heure. Vous mettez à jour un plugin. Vous avez mis à jour un plugin, il est à jour pour partir de votre site. Vous avez autre chose à faire, etc. Dès que vous faites une mise à jour, vérifiez que la mise à jour est bien passée. Typiquement, vous avez fait une mise à jour, vous pensez qu'elle est passée, et en fait le plugin a été désactivé. Manque de peau, vous avez désactivé WooCommerce. Mince, vous étiez une boutique qui est en ligne. Et vous n'avez pas vérifié tout de suite, donc vous avez peut-être perdu quelques ventes. Ou alors vous avez mis à jour Yoast, et Yoast, comme ils font de très bons tests avant de mettre leur version à jour, vous avez tout d'un coup perdu toutes vos données. Ou tout d'un coup ça plante. L'exemple typique, c'est que Yoast, alors je crois que c'était il y a un an de ça, ils mettent à jour une version, et là dans leur test pour cette version, ils ont testé sur PHP 5.4 et pas PHP 5.2. Manque de peau dans la nouvelle mise à jour, il y a une fonctionnalité
disponible uniquement avec PHP 5.4. Donc ils ont planté tous les Yoast de tous les serveurs qui étaient sous PHP avec une version inférieure à 5.4. Pourtant, vous faites confiance au développeur, il est connu, il est reconnu, et pourtant il a flingué votre site, il a flingué votre business, etc. Alors imaginez, vous êtes, vous, la petite TPE du coin, bon, l'impact sur le chiffre d'affaires pas énorme. Je sais pas, moi, vous êtes un site comme Nike, comme Apple, etc. Et vous perdez comme ça pendant 1 heure plein de données sur votre site. L'impact, il est énorme sur votre business, sur votre site, sur votre passion, etc., etc. Je ne pourrais pas vous montrer plus loin pour Wootem. Retenez juste que, pour l'exemple ici, là, par exemple, moi, je suis Wootem. Je me dis tout de suite, mais quand je vois le nombre de redirections que j'ai, c'est que, pourtant, Wootem, j'ai des bons développeurs. Mais c'est des choses auxquelles on ne va pas se méfier. Parce que je vais avoir des redirections 301 qui sont provoquées par le thème, parce qu'il est peut-être un peu mal codé. Elles sont peut-être provoquées par un plugin, parce qu'un plugin spécifique qui nous apporte une fonctionnalité provoque notre redirection, ou tout simplement par l'utilisateur. Et l'exemple typique, je fais un article, je fais un lien dans mon article vers un autre de mes articles, logique, 1 mois passe, 2 mois passent, puis pour une raison X ou Y, on supprime l'ancien article ou on en change son URL. Est-ce que vous allez honnêtement penser à revenir sur tous vos articles, vérifier tous vos liens pour qu'ils pointent vers la bonne URL? Qui le fait ici? Donc il y a un suicidaire. Voilà. Là ici par exemple, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Parce que ça, c'est un lien qui a été trouvé dans le contenu et il est fortement possible qu'en fait ce lien, ce soit dans un ancien article, mais on a peut-être changé l'URL, donc manque de peau, redirection 301. Sachant que cette redirection 301, elle ramène peut-être au vrai contenu, tout comme elle peut ensuite me ramener vers la page d'accueil, une page de catégorie, donc en tant qu'utilisateur, c'est extrêmement frustrant. Donc vous devez toujours vous méfier. Et dans des logiciels comme Xenu, dans l'utilisation pour un peu vous résumer, vous devez normalement prendre URL par URL et vérifier si est-ce que c'est normal qu'elle est présente, est-ce que j'ai les bonnes informations liées à elle, et ainsi de suite. Si je reprends une URL, je vais prendre la page Our Promise, quel accent anglais. Vous avez ensuite ici, dans toutes les autres colonnes, énormément d'informations. Ils vont vous dire la balise title, ils vont vous dire par exemple le level, c'est-à-dire qu'ils vous disent voilà, à partir de la page d'accueil, je suis à 1 clic. Et dans certains de mes clients, je suis rendu à 20 clics dans le site pour réussir à un moment donné, réussir à trouver cette URL là. Je vais regarder aussi, il va me lister les images. Je vais aller pouvoir regarder aussi dans la colonne title, parce que title c'est balise title et aussi balise alt. Je vais vérifier que j'ai ma balise alt. Parce que si j'ai pas de balise alt, mon moteur de recherche il sera incapable de savoir de quoi parle mon image. Donc ça c'est vraiment un exemple. Ça c'est un outil que j'utilise systématiquement. Il suffit juste de regarder chaque colonne et de vérifier, voilà, bon il y en a quelques-unes qui ne sont pas utiles, mais se dire est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que j'ai une balise méta description, donc ça c'est dans les colonnes qui suivent? Est-ce que je renvoie bien le bon code HTTP? Quel est le poids de la page? C'est là où je me rends compte que des clients utilisent encore le magnifique format BMP pour mettre des images dans leurs articles et plein de choses comme ça. Alors que le BMP, à moins d'aller survoler et de vérifier chaque format d'image, c'est impossible à faire. Voilà, j'ai fini pour cet atelier. C'est vraiment juste des exemples. Bon, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit. Et est-ce que vous avez bien sûr des questions? Oui. Tout à l'heure, tu parlais de la balise avec le lien modifié de l'article. Oui. On disait donc je plantais sur le même article et donc on faisait un double contenu. Alors il ne fait pas un double contenu, il fait une redirection. Et le moteur de recherche n'aime pas ça. Alors, comment on résout ce problème? Parce que tous les articles, tous les codes. Comment on résout ça? En cochant une option dans un plugin et en vérifiant juste après que le plugin le fait bien. Typiquement, c'est Yoast. Yoast, quand vous l'installez, dans le menu Title, je crois que c'est le second, vous allez tout en bas de la page, vous avez une case à cocher, masquer les liens courts. Vous cochez, vous sauvegardez, masquer les liens courts. Ça s'appelle. Cette option, attention, c'est pas parce que vous l'avez coché que ça fonctionne. Et surtout, par exemple, vous la cochez, vous sauvegardez, vous repartez. Ouais, mais vous n'avez pas vidé le cache. Oh, manque de peau. Donc, pendant encore pas mal de jours, vos liens raccourcis seront toujours présents. Voilà, exemple typique. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a l'attribut nofollow? Alors, l'attribut nofollow marche dans le code HTML. Mais on ne peut pas mettre de nofollow dans les balises du header. Et puis en plus, ce serait vraiment stupide de dire dans le header, hey, je te mets un lien, mais va pas le suivre. Puisque là, en fait, le nofollow, c'est souvent utile. Nofollow, on va dire
le lien est utile pour l'utilisateur, mais pas pour le moteur de recherche. Typiquement, on fait un lien vers une page privée. On veut dire au moteur de recherche, bah, suis pas ce lien parce que de toute façon, c'est une page privée, tu n'auras pas accès au contenu, je le mets en nofollow. Mais pour l'internaute, je le garde. Alors que dans le header, comme il n'y a que le moteur de recherche qui y va, la présence ou non possible d'un nofollow serait complètement contradictoire. Ah, ça pourrait, mais en fait, c'est que ça n'existe pas en fait. Enfin, pas à ma connaissance, à moins que je dise une bêtise, mais je ne crois pas qu'on puisse mettre de nofollow dans le header d'une page. Oui. Je t'entends pas. Vous... Alors Mac, pas Xenu, mais vous aurez l'équivalent qui s'appelle Integrity de mémoire sur Mac, qui lui aussi est gratuit. Et sinon, vous avez un logiciel payant qui vous donne 2-3 colonnes supplémentaires qui s'appelle Screaming Frog Spider SEO, mais qui sera payant. Attends, je vais vous le noter. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a 500 URL gratuites et après on est bloqué et ça s'écrit comme ça, Screaming Frog Spider SEO. Voilà, qui est un logiciel payant, qui est un bon logiciel aussi. Ok? Oui? Dans ton exemple de pagination de commentaires, en fait, il n'y a pas l'URL canonique qui va pouvoir jouer? Non, parce que là, quand on active l'option de sous-page de commentaires, c'est des vraies pages dans WordPress. Donc WordPress ne va pas mettre de canonique, parce que c'est une vraie page avec un contenu unique pour les commentaires. Sauf que le thème, il n'a pas prévu que The Content allait être réactivé systématiquement. Ça, c'est un défaut du cœur de WordPress. C'est pas logique dans le template hiérarchique de ne pas pouvoir cibler et de tester de manière native les sous-pages de commentaires. Par exemple, pour avoir single-comments. Comme ça, on sait qu'on est systématiquement dans une page de commentaires d'un article. Ça n'existe pas pour l'instant. Donc en fait, selon le thème, des fois, il vaut mieux ne pas faire... Bah, selon le thème, normalement, si vous êtes développeur de thème, le code que je vous ai donné ici, vous le copiez-collez systématiquement dans tous vos singles.php et dans tous vos custom post types. Parce que normalement, alors on se méfie, ça se trouve mon code il est faux, hein, ça se trouve il y a une grosse faille de sécurité que Julio va voir tout de suite, on ne sait jamais. Mais grosso modo, c'est, voilà, là vous allez toujours essayer de vous dire, voilà, comme je ne sais pas ce que va faire l'utilisateur, même si moi je lui dis de ne pas cocher cette case, bah s'il la coche, bah tant pis pour moi en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Déjà, tu as montré une petite icône dans ton navigateur au niveau de la barre d'adresse qui correspondait à Canonical. C'était quoi exactement? Alors je crois que c'est un add-on. Alors je vais vous donner le nom. Hop, module complémentaire. Alors je vais vous dire c'est lequel parce que j'en ai un paquet pour le référencement. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. De mémoire, je crois que c'est Search Status, mais j'ai un doute. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Wapalizer. Je sais pas si vous le voyez tous. Celui qui est juste là. Pas surligné. D'autres questions? Wapalizer, c'est surtout qui vous donne plein d'informations sur le site. Par exemple, je me dis, tiens, un client me dit, ah, j'aimerais bien faire du référencement pour moi. Et puis moi au début, je dis oui. Et puis en fait, je me rends compte que c'est un PrestaShop ou un Joomla ou un Drupal. Ça, je vais le savoir. Par exemple, ici, je vais savoir que SOMX, je vais savoir que en cliquant là sur tous les petits icônes, je sais que c'est un serveur Apache, il utilise Google Analytics, Google Front API, jQuery et Google AdSense. Je vais savoir s'il utilise WordPress aussi normalement, etc. etc. Ouais. Mais ça, c'est une bonne extension. C'est bon? Bon, bah merci pour votre attention.